En tant que Française expatriée là-bas, il n'y a pas plus communautaire que la communauté française. Parle français entre eux tous les jours, du matin au soir, et ne fait pas l'effort d'apprendre une autre langue. Quand on est arrivé ici, il fallait se battre tous les jours pour beaucoup de choses et on est devenu fataliste. Bon, moi, c'est un regret que j'ai de ne pas pouvoir déjà parler tamoul et donc de transmettre aussi cette langue. Salut, bienvenue sur Histoire Crépue dans l'émission On discute. Alors aujourd'hui, on fait un format de débat mouvant dont le thème c'est... On a fait notre vie en France. Aujourd'hui, on a 6 personnes qui viennent de Manosque, Paris et sa banlieue pour nous parler de leur vie qu'ils ont fait en France après être nés dans des anciennes colonies françaises. On attend de voir ça avec impatience. Je m'appelle Christian, j'ai 70 ans. Je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans. Bonjour, je m'appelle Lala, je suis d'origine malgache. Je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans et j'ai 62 ans maintenant. Merci pour votre émission. Bonjour, je m'appelle Tréfis. Je suis marocain. J'ai arrivé à la France le 25 décembre 1993. 73. Bonjour, Elisabeth, née à Dakar et depuis j'ai fait ma vie en France. J'ai souvent voyagé et je suis passionnée de mode, d'art, politique et beaucoup d'autres choses qui me concernent. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis d'origine camerounaise et je suis arrivée en France, j'avais 9 ans. Bonjour, je suis Rabia Cross, Tahidousti. Je suis beurre de micelle. Je vous explique, je suis née en France. Ensuite, on est rentré à l'indépendance de l'Algérie en Algérie. Et je suis revenue en France à l'âge de 20-21 ans. À quel âge êtes-vous parti de votre pays d'origine ? C'est entre 0 et 10. Moi, je suis à plus proche du 0. Voilà. Je suis arrivée en France à l'aube de mes 6 ans, à 5 ans et demi. On ne demande jamais aux enfants s'ils veulent partir et si la vie qu'ils avaient avant avait une importance pour eux. Et l'arrivée a été assez angoissante. J'ai beaucoup d'images qui me restent encore. Je revois mon oncle me dire « T'inquiète pas, tu vas trouver papa là-bas » parce que mon père était déjà là et en fait, ça a été un regroupement familial. Aujourd'hui, je sais que c'est des angoisses qui m'ont suivie toute ma vie. Voilà. Ce cœur angoissé à 5 ans et demi, le fait de ne pas parler pendant plus d'1 an, avoir du mal à apprendre la langue française, pas parce que je ne la comprenais pas, mais parce que, voilà. Et après, il y a eu l'assimilation parce qu'on a pensé que si je ne parlais pas le français par rapport aux autres, c'est parce que ma mère me parlait la langue maternelle. Donc on a demandé à mes parents de ne plus me parler en wolof, qui est une langue que j'ai perdue. Je me retrouve énormément dans le témoignage d'Elisabeth, qui au demeurant porte le prénom de ma maman. Parce que moi, je suis arrivée effectivement à 9 ans. Et c'est pareil, on ne m'a pas demandé si je voulais venir en France. Mes parents, je les laissais derrière, et, ainsi que beaucoup de frères et sœurs. Et je suis arrivée pour retrouver ma grande sœur qui, elle, était venue en France pour se marier. Et bon, on me l'a appris du jour au lendemain. Tu vas aller en France, retrouver ta grande sœur. Tout avait été décidé en amont. Je suis arrivée ici un jour d'octobre. Voilà. Et là, j'ai découvert la neige. Je suis arrivée, il faisait super froid. Et en partant, en plus, ma maman m'avait dit, sache que tu vas aller en France. Sache que dorénavant, tu vas retrouver tes parents. Tout ce que tu nous donnes en tant que parents, c'est à eux que dorénavant, tu vas le donner. Tes parents, dorénavant, c'est eux. Et effectivement, ça a été très, très dur. Très, très dur. On découvre qu'on est différentes. Je ne savais pas que j'étais différente avant cet âge-là. Et du jour au lendemain, on fait la rentrée. L'intégration, elle est à tous les niveaux. On arrive dans une classe où il y a plein de gamins qui se connaissent déjà. Ça fait 1 mois qu'ils sont ensemble. Donc, il y a cette intégration-là. On ouvre la bouche, on a l'accent. La définition de différence, elle se fait là. Et ça, c'est vraiment ce mot-là qui m'a toujours poursuivie. On est parti de Madagascar parce que mon père a été nommé diplomate à Paris. Alors à l'époque, donc j'avais 16 ans, tout se passait très bien à Madagascar, on était bien à Tananarive, dans la capitale quand on habitait. Le contrat de mon père était sur 3 ans, donc je me suis dit je reviendrai, on reviendra. Donc je suis partie, plein de lumière dans ma tête, d'étoiles, d'espoir. Et on est arrivé à Orly, à l'époque Roissy n'existait pas encore. C'était en 77, on est arrivé à Orly avec la neige tombante.
Donc, je me suis dit, ah, c'est ça la neige. Et il faisait très froid parce qu'on n'avait pas de manteau. On ne vend pas de manteau à Madagascar. Puis finalement, on est resté définitivement puisque mes parents sont restés 20 ans. Et nous, par la même occasion, on a tous continué nos études. Et puis, j'ai connu mon mari ici aussi. Et donc, on a continué. Et puis, la question ne s'est plus posée de rentrer. On a quand même des petits pincements parce qu'on se sent parfois un peu plus française que Madagascar. Et on nous le rappelle quand on revient là-bas. Parce qu'on n'a plus la même façon de penser et tout ça. Et par rapport à ce que Elisabeth a dit, moi, j'étais dans la découverte. Donc, j'étais très positive. Mais petit à petit, par exemple, à l'école, à Madagascar, j'étais en première C. Et quand je suis arrivée au lycée, c'était au mois de février, ils n'ont jamais voulu me prendre en première. Ils m'ont dit, vous venez d'un pays, entre guillemets, sous-développé. On m'a remis en seconde. Et ça a été très dur pour moi. Parce que j'étais dans une situation subie. Et c'est le mot subir, je dirais, qui est très important à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais la seule fille de couleur, comme ils disent. Alors, à chaque fois, on me demandait, vous êtes ivoirienne? Parce qu'ils connaissaient que la Côte d'Ivoire. Alors, quand on dit malgache, il fallait tout le temps se justifier, répondre à des questions qu'on n'attendait pas. Alors, je suis venu en France à l'âge de 15 ans. Mon pays d'origine, c'est l'Inde. Mais j'ai très peu vécu en Inde. Puisque mes parents, mon père, il est d'origine indienne. Il était français, puisque Pondichéry était français à l'époque. Il a passé des concours, donc il est parti en coopération en Afrique. Donc je suis né à Brazzaville et j'ai vécu toute mon adolescence à Brazzaville jusqu'en 3e. Quand j'étais en Afrique, de temps en temps, même au niveau des Africains, ils voyaient que j'étais différent d'eux. Par ma nature, donc ils voyaient, depuis ma primaire quand je suis allé au collège. Et là, j'ai vu cette différence, en fin de compte, parmi mes professeurs, puisqu'on était un petit groupe de non-africains qui étaient donc dans le collège, et donc ils nous considéraient autrement que les Africains eux-mêmes. Moi, cela me confortait, puisque on me considérait un peu mieux que les autres, mais c'est là que j'ai commencé à voir cette différence-là. Et je suis arrivé donc, à partir de la seconde, je suis arrivé en France, et là, c'est la différence totale qui est apparue, puisque à Brazzaville, on travaillait tous les matins seulement. L'après-midi, c'était donc libre. Et quand je suis arrivé en France, en internat, donc on se levait à 6h30 et on travaillait jusqu'à l'après-midi à 17h. Et donc là, c'était un changement complet de rythme de travail. Et en plus de ça, lorsqu'on se levait, il faisait nuit. Lorsqu'on se couchait, il faisait nuit. Donc c'est vrai, c'est complètement différent. Et en plus de ça, j'étais peut-être on était très peu de personnes de couleur dans les classes, et c'est là que j'ai vu quand même une différence. Il fallait un peu plus de temps pour s'intégrer. Moi, j'y arrivé à la France, l'âge 24 ans. J'ai travaillé à le Gaz de France, les bâtiments, machin. J'ai travaillé cylindre, c'était une machine qui fabrique tapis de caoutchouc, là. Après, l'usine, il a commencé à fermer. Après, il a placé pour une société qui s'appelle la Catarail. C'est elle qui fabrique des pièces pour, je crois, qui prépare le radio, jusqu'à la fermeture. Je suis venu comme ça, comme les enfants. Nous y aller à la France, nous gagner l'argent là-bas beaucoup. J'ai un frère à Belgique qui travaille à la mine ce moment-là. Et il y en a un frère qui est venu à la France et travaille. Alors moi aussi, j'ai venu ici. Avant, j'ai dit, le mois prochain, j'ai tourné le pays. Il fait froid et machin. Après, j'ai resté tranquillement. Et il était bien à l'aise jusqu'à l'entrée, alhamdoulilah. Grâce à Dieu. Ça me donne envie de pleurer parce qu'il me rappelle mon père. Et moi, je suis née en France, à Lyon. Ça se voit, hein? Aussi. Voilà. En fait, mon père, très très jeune, quand il avait à peu près 20 ans, il a
enlevé ma mère, ils se sont mariés donc, et il lui a dit, moi je veux que mes enfants aillent à l'école. Ici, ils n'ont aucune chance et je ne veux pas que mes enfants servent les colons. Il était où à ce moment-là? Mon père en Algérie, à Betiwa, c'est du côté d'Oran. Et voilà, donc il est arrivé à Lyon, dans des bidonvilles qu'il y avait à l'époque. Oui. Et mon père a travaillé, très dur, il travaillait dans les usines Saint-Gobain. Il n'a jamais raconté ça. Moi, tout ça, je l'ai tout doucement récolté, arraché à droite, à gauche. Parce qu'ils ne parlent pas de leur passé, c'est terrible. Je regrette, je lui parle encore là, dans ma tête, en me disant, mais qui étais-tu, comment t'étais quand t'étais petit garçon? Mais la seule chose qu'il voulait, c'est que ses enfants ne vivent pas ce que lui avait vécu. Et la guerre, le FLN s'est formé. Et mon père s'est engagé dans le FLN. Le soir, il y avait la salle à manger qui était enfumée. Nous, on était tout petits, on ne savait pas ce qui se passait, mais il organisait les réseaux. Et puis, un jour, il a disparu de notre vie. Il a été arrêté. Et ils l'ont embarqué directement pour aller en Algérie, en prison. Et pendant 3 ans, il a été emprisonné, torturé. Ça me fait toujours encore mal de le dire. Et voilà. Et soudain, un jour, 3 ans plus tard, la lumière s'est allumée au-dessus de notre chambre. On était 3 filles, on dormait dans le même lit. Et j'ai vu un visage qui s'est penché vers moi et qui dit, elle c'est Rabia, elle c'est Fatima et elle c'est Farida. Toujours un peu difficile. Prenez votre temps, vraiment. Mais je suis contente de parler de lui, de le faire vivre, parce que c'est grâce à lui que je suis ce que je suis. Et donc, voilà, quand il est revenu, donc, il avait changé. Il mangeait tout seul dans une pièce, pas de lumière, parce que la torture là-bas, c'est aussi la lumière tout le temps allumée. On ne savait pas tout ça, mais mon papa avait changé, quoi. C'était pas... Enfin bref, c'était une vie bizarre. Et un jour, on lui a dit, il a dit, je vais retourner à l'usine Saint-Gobain pour reprendre mon travail. Et à l'usine Saint-Gobain, on lui a dit, non, monsieur Taïdousti, vous avez fait la guerre contre la France. Et il a été obligé de travailler comme cantonnier, casser la neige et le verglas. Un jour, il a dit, ça y est, l'Algérie, mon pays, est indépendant, je rentre. On va rentrer. Oh, qu'est-ce qu'on était contents. Moi, en Algérie, je me mettais tout ce qu'il n'y avait pas en France. C'était le rêve. Voilà. On part un 14 juillet, je me rappelle. On part avec les feux d'artifice. Il dit, oh, c'est pour nous les feux d'artifice. C'était le 14 juillet. Et on arrive en Algérie. J'ai vu que j'avais une famille immense. Alors qu'en France, on était nous. Et mon oncle, il dit à ma mère, t'as pas un voile? Elle dit, non, mais je ne savais pas. Alors on a dû ouvrir les malles pour sortir un drap que ma mère s'est fichue sur la tête. Donc on arrive, on s'installe à Oran, on est descendu, il y avait des jeunes qui étaient en bas, et puis on s'est mis à papoter avec eux. Oui, je me présente, vraiment pas consciente du tout qu'on était ailleurs, quoi. Et soudain, mon père est apparu sur le balcon et il nous a appelés. Il a dit, voilà, la France, c'est la France, et l'Algérie, c'est l'Algérie. Et nous, on devait comprendre que notre vie allait changer. Et j'ai compris tout doucement, ma grand-mère m'a expliqué. Donc là, je suis revenue quand mon père est mort, voilà. J'ai dû partir très vite, parce que ça y est, la protection qu'on avait de mon père, elle n'existait plus. J'ai fait des faux papiers avec un copain, avec des profs de la fac de Jussieu. Et donc, je suis repartie à la mort de mon père. J'arrête là. À quel âge avez-vous eu la nationalité française ou un titre de séjour ? Je suis née française. Mon père était français parce qu'il y avait 4 régions du Sénégal qui, après les indépendances, qui étaient quand même restées françaises. Après, il a renoncé à sa nationalité pour redemander sa réintégration en 1983. Entre-temps, moi, j'ai eu ma carte d'identité en 84, 85. Voilà, donc il y a eu une période où papa n'était plus français. Alors je ne saurais pas vous dire nous si on l'avait ou pas parce que j'avais pas la carte. Voilà, mais en tout cas j'ai jamais eu une carte un titre de séjour ou quoi que ce soit. Nous sommes français
depuis pas mal de générations, hein, puisque Pondichéry, ça faisait partie des comptoirs français. Et j'aurais pu avoir peut-être la nationalité indienne. Mon père aurait pu opter à partir de 62, quand Pondichéry a été rattaché à l'Inde. On lui avait demandé s'il voulait rester français ou bien s'il voulait devenir indien. Lui, il a voulu rester français. Comme il avait commencé à travailler pour la France, il est resté. Et donc, je suis toujours resté français. Donc, quand j'ai été en coopération, le Congo était français à l'époque. Et quand il est devenu indépendant, nous, on a travaillé pour la France. Donc, on est resté au Congo, mais mon père, il a toujours travaillé pour la France. Voilà. Pour mon cas, quand on est arrivé en France, donc, on avait la carte diplomatique, puisque mes parents travaillaient à l'ambassade. Et personne ne connaissait cette carte diplomatique. Je vais à la poste, personne ne connaît. Vous n'avez pas de carte de séjour comme tout le monde? J'ai dit, ben non, carte diplomatique. Ah oui, mais on ne connaît pas. Et à chaque fois, ça prend du temps. Et je me rappelle, quand j'ai passé mon permis, ils ont dit, mais ce papier, on ne connaît pas et tout. Et j'ai dû renoncer ce jour-là à la date de l'examen. Et finalement, quand je suis rentrée chez moi, 2 jours après, le moniteur de auto-école m'a appelé pour me dire oui, on a vérifié, c'est bon, avec votre carte diplomatique, vous pouvez passer. Et du coup, ça m'a tellement énervée que je suis allée voir mon père et je lui ai dit, moi, je veux un carte de séjour comme tout le monde, comme tous les enfants étrangers de France. Et il me dit, mais t'es malade ou quoi? Mais carte diplomatique, c'est largement supérieur. J'ai dit, je m'en fiche, je veux être comme tout le monde. Mon père est allé faire jouer son réseau pour chercher une carte de séjour pour moi. Après, j'ai connu mon mari. Lui, il faisait la queue à 4 heures du matin à la préfecture pour renouveler sa carte de séjour régulièrement. Quand j'ai commencé à travailler, que j'ai fini mes études, j'ai demandé la naturalisation. Mais c'était facile parce que c'est une réintégration du fait que je suis née avant l'indépendance. Et ça a gêné beaucoup. Dans ma famille, en fait, c'était vraiment une question un peu taboue. Alors qu'on vivait, au moment où je l'ai eu, on vivait déjà 15 ans en France. Ma mère, par exemple, n'a jamais voulu avoir la nationalité française. Et quand ils sont rentrés à la retraite, pour venir nous voir, ils devaient tout le temps demander une visa. Là, il a un peu regretté, mais ma mère, il n'était pas question pour elle de devenir française. Donc moi, j'étais un peu la honte de la famille. J'ai dit à mes parents, c'est une question de pragmatisme. On vit en France, je vais travailler en France, donc je demande la nationalité française et ça sera plus simple, point barre. Ça ne change pas du fait que je suis malgache, je suis née malgache et ça, rien n'enlèvera à ça. J'ai fait tout ce qui était interdit. Je me suis mariée avec un Français, donc j'étais rejetée par toute la famille en Algérie. J'avais un problème par rapport à mon père. Mon père, il s'est battu pour que je sois algérienne. Et j'avais toujours ce remords de prendre la nationalité française. C'était comme le trahir. Mais en fait, je me suis rappelée de ce qu'il nous disait. Il faut que vous ayez fait des études, que vous trouviez un travail, que vous soyez indépendante et tout ça. Alors je me suis dit, bon, ben, il va comprendre. Je vais prendre la nationalité française parce que j'avais des titres de séjour à renouveler tous les 6 mois. J'étais née en France, mais je n'étais pas française. Alors, à Jussieu, on me disait, est-ce que vous avez la carte de séjour? J'ai dit non. Qu'est-ce que c'est? Ah ben non, il faut aller à la préfecture. Alors j'allais à la préfecture et je leur disais, ben là, je suis étudiante. Est-ce que vous avez une carte d'étudiant? Ah non, ils ne veulent pas nous la donner parce qu'il faut que j'ai une carte de séjour. Enfin, ça a été quelque chose. Et tous mes amis, y compris ceux de bien français, ils venaient avec moi, je leur dis, venez voir comment ça se passe, comme c'est humiliant. Moi, j'avais une langue très piquante, hein, je ne me laissais pas faire. Et un jour, je me suis coupé les cheveux. C'était un 8 mars, le jour de la femme. Je me suis coupé les cheveux. Et j'ai dit, non, je deviens française. Et je me suis organisée pour avoir la nationalité française. Mais je pensais qu'en épousant Frédéric, je pourrais être française. Mais que nenni! Non. Je me disputais avec tous les organismes. Enfin bref, je suis devenue quand même française. Moi, j'ai à la carte séjour. Les enfants sont tous la nationalité française. C'est eux qui l'ont choisi quand on arrive à l'âge de 13 ans. Il est facile pour eux. Avant, j'ai essayé pour faire... j'ai demandé, il faut que je prépare quel papier pour voir la nationalité française. Alors, j'ai trouvé ça, c'est dur. Moi, j'ai dit, laisse comme ça.
J'ai renouvelé ma carte, je suis comme ça. Les enfants, ils sont tous la nationalité. Alhamdulillah. Pour nous maintenant, surtout cette année-là, pour renouveler la carte, c'est pas facile. Mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai pas encore la réponse pour renouveler la carte. Je crois que le gouvernement français il ferme la maison, on a resté devant la porte. J'ai essayé pour y aller à la préfecture. J'ai trouvé les gardiens qui devant la porte. Il m'a dit, monsieur, interdit pour entrer. Vous avez rendez-vous? J'ai dit, il n'y en a pas. Il m'a dit, tiens, une feuille, tu remplis, tu voyais par l'Internet. J'ai dit, moi, j'ai voyé tous les documents par l'Internet. Il y a comme une réponse. Il a dit, il faut attendre parce qu'il y a beaucoup de travail. On attend jusqu'à présent. Alors moi, la nationalité, je l'ai demandé tard. Je suis arrivée à 9 ans, j'aurais pu la demander beaucoup plus tôt. C'était comme couper une seconde fois le lien avec mon pays d'origine. Donc j'ai tenu tant que j'ai pu, En fait, je l'ai demandé quand j'ai eu mes enfants. Le droit du sol avait été supprimé. Et en même temps, j'étais dans une période où j'envisageais de retourner en Afrique. Et je me suis juste dit que à mes enfants, il faut que je leur laisse le choix. Eux, ils sont nés ici. Et donc, si un jour ils veulent revenir, qu'ils aient ce choix-là. Ils avaient ma nationalité à moi, qui était camerounaise, et leur papa était camerounais aussi. Donc, de fait, moi, en devenant français, ils avaient la nationalité aussi en même temps. C'est uniquement pour ça que je l'ai prise. Ça n'a jamais été vraiment une priorité pour moi. Le papier, c'était la seule chose qui me reliait finalement complètement encore à l'Afrique, quoi. J'étais camerounaise. Effectivement, je connaissais les trucs à la préfecture. Bon, la carte, elle durait 10 ans, mais c'est vrai que quand il fallait refaire la queue, et après, bon, j'ai milité énormément, justement, après, c'était pour l'aide aux sans-papiers, tout ça. Donc, la queue, même quand je la faisais pas pour moi, je la faisais pour les autres. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été une fin en soi, la nationalité française. Ce qu'on m'a beaucoup reproché, parce que je pouvais l'avoir facilement. Et quand j'étais étudiante, donc d'autres étudiants qui galéraient ils ne comprenaient pas que je ne veuillais pas la prendre. Mais pour moi, ça a été vraiment... c'était un geste militant de ne pas la prendre. Je me sens plus étranger dans mon pays d'origine qu'en France. C'est une question que depuis très longtemps, j'ai décidé d'évacuer et d'être moi-même quel que soit l'endroit où je suis. Après, la façon dont les gens me perçoivent, c'est leur perception. Je ne veux pas me cantonner à la place où ils me mettent. Donc, quand je suis au Cameroun, je suis une Camerounaise. Et quand je suis en France, je suis une Française. Parce que sinon, techniquement, on est étranger partout. Hein. Ils ne nous reconnaissent pas spécialement quand on va au Cameroun. Il ne faut pas se mentir. Quand on va en Afrique, même si on a beau être originaire de là-bas, ils sont contents de nous voir. Ils retrouvent un membre de la famille. Mais on reste quand même la Française qui vient en vacances. Et ici, voilà, on reste l'Africaine qui, même si on a les papiers, on reste l'Africaine qui vit. Moi, c'est un peu pareil. Disons que moi, je me sens étranger, en fin de compte, ici, dans un milieu, mais purement français. Ce qu'on appelle purement français, c'est-à-dire des personnes qui sont nées ici. Je me sentirais étranger aussi en Inde, si je vis dans un milieu complètement indien. Dans ma famille, on a j'ai beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur, des Normands, j'ai des Sénégalais, des Vietnamiens. Chacun parlerait un peu de sa culture, mais il n'y aurait pas une prédominance d'une culture par rapport à une autre. Quand j'étais au Congo, on ne fréquentait ni les milieux congolais, parce que j'avais des amis congolais à l'école, mais on ne fréquentait pas ni les milieux français, européens, parce que, on ne se sentait pas avec eux. Mais il y avait une communauté, quand même, une petite communauté pondichéриenne, là où j'étais à Brazzaville. Et donc, c'est là-bas qu'on vivait en communauté. À l'école, je me sentais, j'avais des amis congolais, des amis français. Je me sentais plus à l'aise. Moi, je me sens française quand je suis en Algérie. Et quand je suis en France, je me sens très algérienne. Quand il y a eu la Coupe du Monde, là, en 98... Alors les élèves, ils me demandaient « Madame, s'il y a France-Algérie, pour qui vous serez ?»
Je leur dis, eh ben, je suis désolée, je suis pour l'Algérie. Je suis toujours entre deux. Parce qu'en Algérie, j'adore cette chaleur humaine, enfin, le fait de toucher les gens, de parler, d'être nombreux, bon. Et puis, dès qu'ils commencent à parler du statut de la femme, ah, bien, pourquoi tu t'es coupé les cheveux? Et toi, est-ce que je te parle de tes cheveux, moi? Mais en France, pareil, quand ils commencent à dire, oui, vous savez, les Algériens, quoi? Moi, je suis un produit de l'histoire. C'est pourquoi je parle français, moi. Je m'appelle Tahidoussi, je dis mes élèves les pauvres, je m'appelle Tahidoussi Rabia. Toi, tu t'appelles comment? Va demander à ton grand-père. Ils sont venus, ils ont dit, nous, la France, on est meilleurs. Eh ben, moi, je suis venue voir ici à quel point vous étiez meilleurs. Mais c'est moi qui vous apprends les maths, n'oubliez pas. C'est une Arabe qui vous apprend les maths. La France, c'était un pays bien. Il a accepté les pauvres, les riches, il y a la casse familiale, il y a les chômages, il y a les récents, la dernière, après le chômage. Toujours, il touche quelque chose à la France. La France, il a fait vivre beaucoup de monde. Premier pays qui l'accepte comme ça. Pour nous, les Maghrébins, si les pays viennent bien entre eux, il y avait tous qu'est-ce qu'il faut. S'il n'y en a pas dans le pays-là, il y avait dans l'autre. Ils s'en mettent d'accord, sans tous y vivre, il ne manque rien. Mais malheureusement, il n'est pas d'accord entre eux. C'est ça qui a cassé l'économie des Maghrébins. Nous, on est les sentiments marocains. Je n'oubliais pas la France. Quand j'ai été au Maroc chez moi, quand j'étais à la France chez moi, mes enfants, ils sont tous nationalité française. J'y allais là-bas, c'est mon pays, j'y viens ici, j'y allais ici, chez la France. Je n'oublie pas le plaisir qu'il a donné la France. J'ai marié dans la France, j'ai fait mes gosses à la France, j'ai vécu à la France, bien, il ne manque rien. Alors moi, je me sens totalement sénégalaise. Voilà, la question, elle ne se pose pas. Tout au long de ma vie, j'étais en quête de cette petite fille. Et si je n'avais pas quitté le Sénégal? Je suis née au Sénégal de parents mandjak de Guinée-Bissau. Nous, on a découvert le patriarcat ici, en France. L'ethnie de mes parents, ma mère est matriarcale. Les mots chef de famille, elle les a entendus ici. Moi, j'ai été éduquée par une femme qui a énormément de caractère et qui a su tout replacer au centre du village. C'est pour ça qu'elle n'a jamais voulu la nationalité française. Et ma mère, même comprenant le français, ne nous a jamais parlé en français. Elle nous a toujours parlé dans ce qui est ma première langue maternelle, c'est-à-dire le mandjak. Et donc, cette quête, j'ai fait plusieurs tentatives de repartir. Plusieurs, et enfin, j'ai réussi à faire le grand saut. Quand je vais au Sénégal, je retrouve ma place. Et c'est vrai que ce qui aide peut-être par rapport aux autres capitales, c'est que Dakar, c'est la capitale sénégalaise, elle est hyper cosmopolite. Je fréquente beaucoup plus de Français là-bas qu'ici. L'Asie est représentée, l'Afrique du Nord y est. Moi, je veux vraiment m'ancrer un peu plus dans mes racines et dire, voilà, je répare enfin cette injustice-là. J'ai eu l'éducation nationale ici. Ça, c'est la connaissance côté seulement française, parce que de l'autre côté aussi, il y a également un savoir. Malheureusement, on ne nous le transmet pas. Non. Mais l'éducation familiale, sociale, les valeurs, le respect de l'aîné, moi, ça, c'est le côté africain qui me l'a donné. Donc, je suis africaine à 100%. Peut-être un peu dur, mais... Non, très bien. Chacun son point. Je suis africaine à 100%. Et chacun son vécu aussi. Je suis partie à l'âge de 16 ans. Je me sens entièrement malgache. D'ailleurs, je suis malgache et je suis née malgache. Mais j'ai quand même vécu 45 ans en France. Et ces 45 ans, ils pèsent lourd. Pourquoi? Parce que j'ai construit ma vie, j'ai connu mon mari et tous mes amis et tout ce qui fait ma vie sociale en France. Et je me sens très bien en France,
Alors, évidemment, je subis quand même le racisme, comme tout le monde. Mais malgré ça, je me sens quand même bien. Ça fait 45 ans que je suis en France. Donc, forcément, je pense français. Et je m'en aperçois très souvent. Quand je vais à Madagascar en vacances, puisque je n'y ai plus vécu depuis que je suis partie, je m'imprègne totalement. Et j'ai encore la chance, on va dire, de pouvoir parler malgache. Mes filles, par exemple... Nous, au début, on parlait malgache, mais elles ne parlent pas du tout malgache, mes filles. Elles, par contre, elles se sentent 100% françaises, hein, même si elles sont noires. Moi, je me sens 3/4 française, on va dire, et 1/4 malgache. Je ne cache pas que quand j'arrive à Madagascar, ma famille, et pourtant que j'aime beaucoup, avec qui j'ai passé mon enfance et tout ça, mes cousines et tout ça, trouvent quand même que je ne pense plus malgache. Je n'ai plus la même façon de voir les choses qu'eux. Et c'est tout à fait normal. J'aurais vécu au Canada, c'est pareil. En plus, quand je suis partie, je n'ai pas vu l'évolution de leur vie à Madagascar. Donc quand j'arrive comme un cheveu dans la soupe qui arrive 5 ans après, ou 10 ans après, ou 15 ans après, et qui essaie de s'imprégner, mais même si je m'imprègne, c'est pas en 3 semaines que je vais m'imprégner de tout ce qui s'est passé dans le pays. Mais ça ne me fait pas du tout souffrir. Je suis là où j'ai été élevée. J'en prends la positivité. Moi, je revendique, comme dit Eugénie, citoyen du monde. C'est plutôt ça, moi, que je revendique. C'est vrai que, par exemple, quand je suis à Madagascar, ça me fait de la peine hein, quand les gens ne comprennent pas trop mon attitude ou notre façon de vivre. Bon, hein, mais dis donc, t'es devenue bien française, hein. Et je trouve que c'est normal. Ça. Moi, je dis plutôt que je suis riche. Pourquoi je suis riche ? Parce que j'ai 2 cultures. Il y a une chose aussi qu'on comprend avec le temps, c'est que de toute façon, on sera toujours soit trop, soit pas assez pour les uns ou pour les autres. C'est une carapace aussi, une forme de carapace ou un lâcher prise plutôt de dire voilà, je suis comme je suis. Exactement. Et finalement, voilà, c'est moi je viens, je suis à l'aise avec moi-même. Quand on arrive petite, on est déraciné, hein. On a un arbre qui a été déraciné. Et heureusement, pour continuer à pousser droit, surtout dans un pays étranger, où on passe du matin quand on se lève jusqu'au soir quand on se couche, on passe notre temps à nous dire qu'on est différent. Il faut que les racines soient solides. Cet arbre, il va falloir le réimplanter ailleurs, dans une terre, voilà, elle n'est pas amie, hein. Quand je vais là-bas, je veux pas. C'est pas la française qui va, c'est la camerounaise. Je me pose pas la question de. Et quand je reviens ici, je reviens dans ma maison parce que ma famille, elle est des 2 côtés. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que c'était celui qui me permettait d'arrêter de me poser des questions que j'ai plus envie de me poser. J'ai transmis ma langue maternelle à mes enfants. Il y en a qui comprennent pas mal, il y en a qui sont un peu dur pour rebondir à la langue arabe. Parce qu'eux, quand ils sortent ailleurs, ils ne parlent que français. Et à la maison, ils ne restent pas beaucoup longtemps. Ici, avec l'école, avec machin, ils viennent, ils mangent, ils sortent, ils dorment. Ils ne prennent pas beaucoup de la langue arabe. Mais il y en a qui comprennent quand même. Mais ils comprennent ou ils ne les rebondent pas. Est-ce que vous auriez aimé qu'ils puissent... vous comprendre mieux? Oui, pour eux, c'est pas pour moi. Pour eux, qu'ils allaient là-bas, le pays, ils trouvent les jeunes, ils parlent arabe, tous ils parlent arabe, à droite, à gauche, devant, derrière, qui est la langue arabe. Il faut comprendre qu'est-ce qu'ils disent les gens. Si jamais ils saoulent, si jamais ils disent quelque chose pas bien, ils comprennent. Quand tu es dans un pays et tu ne connais pas la langue, c'est très, très compliqué, très dur. J'en ai 8, les enfants. J'ai 3 gosses. Sa mère, algérienne. Les 5, l'autre, sa mère, elle est marocaine. Elle parle la langue marocaine à la maison. C'est pour ça qu'il y en a qui répondent en arabe. Et les autres, sa mère est algérienne, parce qu'elle aussi, elle ne parle que français. C'était un kabyle, déjà. L'arabe, il n'y a pas beaucoup. C'est pour ça que les gosses, ils comprennent, mais ils ne répondent pas. C'est pas facile.
Moi-même, je n'ai pas été à l'école parce que je ne connais pas parler beaucoup français. S'il y a quelqu'un avec moi qui parle en arabe, je parle en arabe. Si je ne comprends pas, j'ai essayé d'expliquer en français. Voilà, c'est comme ça l'histoire de nous, les vieux. Moi, ma langue maternelle, bon, je l'ai transmise puisque ma langue maternelle, c'est le français. Mes parents parlaient tamoul, mais je n'ai pas fait d'effort pour parler tamoul. Et ça, c'est à mon grand regret que je n'ai pas... Et dans les pays où j'ai été, aussi bien au Congo, les gens avec qui que je fréquentais, ils parlaient français. Il y avait les Lingala qui parlaient entre eux, mais ils parlaient français avec moi. Donc, je n'ai pas fait d'effort non plus de parler en Lingala. C'est pour dire que moi, j'ai transmis donc la langue maternelle, et même mes enfants me reprochent de ne pas avoir transmis d'autres langues que le français. Et moi-même, je le regrette de ne pas pouvoir parler le tamoul pour parler même à ma famille en Inde. Voilà. Pour ma part, c'était une question de temps. D'abord, moi, je suis arrivée à 16 ans. Alors, j'ai connu mon mari à 19 ans. On parlait malgache tous les deux parce qu'il était étudiant malgache. Petit à petit, au fil des années, on a commencé à parler en français. C'est venu tout seul dans notre couple avant même l'arrivée de nos enfants. Je pense que c'est le contexte qui fait ça. Il n'y a pas à se reprocher. Moi, je ne me reproche pas du tout de ne pas avoir transmis la langue à mes filles. Quand on a une activité tous les deux, ce n'est pas facile quand vous rentrez à 8 h du soir d'aller se parler en malgache aux enfants pendant le bain ou ce genre de choses. Je ne me voyais pas expliquer les maths et les devoirs en malgache. Et même maintenant, je m'aperçois, même mon mari et moi, nous, on ne parle plus malgache entre nous. Et pourtant, quand on va à Madagascar, je parle entièrement malgache. Et un jour, ma fille aînée, c'est quand elle est devenue mère qu'elle m'a demandé, elle m'a dit « Pourquoi est-ce que, maman, tu n'as pas essayé de nous faire vraiment apprendre le malgache ?» Et je lui ai dit tout simplement une question de temps et aussi c'était la facilité. Je leur dis, il y a des cours de malgache qui se font quelque part. Si vraiment vous avez envie de savoir, inscrivez-vous. Mais c'est vrai que c'est trop tard. Moi, les seuls malgaches qui je connais dont les enfants parlent un peu malgache, ce sont ceux dont la mère ne travaillait pas. Mais toutes celles qui travaillaient, j'ai pas mal d'amis malgaches. Quand elles travaillent, les enfants, ils parlent pas du tout malgache. Quand vous allez à Madagascar, vous parlez malgache? Oui, moi, oui. Parce que à 16 ans, j'ai pas perdu. C'est ça. La difficulté, c'est vrai que quand on parle chez nous en Inde, il parle peut-être le tamoul. Je sais que quand quelqu'un parle tamoul, je sais qu'il parle tamoul. Donc vous ne comprenez pas. Mais je comprends quelques mots, vraiment des mots très simples. Disons que moi-même, j'ai le regret de ne pas pouvoir parler tamoul. Vous avez déjà un peu de mal, vous ne pouvez pas l'enseigner. Non, mais c'est pour ça que je dis que... Non, c'est pour ça que déjà... Moi, je parlais très bien, j'ai même pas réussi. Ouais. J'aurais voulu, mais je n'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est ça, moi, c'est un regret que j'ai de ne pas pouvoir déjà parler tamoul et donc de transmettre aussi cette langue. On se sent toujours coupable. Il y a toujours quelque chose qu'on a fait de travers. Moi, je suis née à Lyon, donc on parlait français. Mon papa ne nous parlait pas beaucoup. Le père, c'est le père. Ma mère, pas beaucoup non plus, parce qu'elle ne comprenait pas le français, donc ça passait par les gestes. On rentre en Algérie, catastrophe. Je vais à l'école, langue arabe. Je deviens la plus nulle de la classe. Vous voyez, pour moi, l'arabe, ça m'a cassée. Et ensuite, puis j'ai grandi, j'ai compris. Et là maintenant, je suis devenue professeure. Et dès que je pouvais dire un mot d'arabe, les élèves étaient très friands de ça. « Madame, comment on dit ça ?» Je leur disais, je l'écrivais. Et un jour, je leur dis l'algèbre. C'est un mot arabe. Ah ! Donc, je l'ai transmise à mes élèves dès qu'il y avait un mot à savoir, puis dans les maths ou dans autre chose, pour communiquer la langue de mon père. Non, mais c'est un regret. Et c'est un reproche qu'on a. Hein. Les enfants nous reprochent pourquoi est-ce qu'on n'a pas transmis cette langue. Je suis née à Dakar et donc c'est le Wolof et je parlais très bien le Wolof. Arrivé ici, politique de l'assimilation. On a eu droit aux assistantes sociales qui venaient pour dire voilà, il vaut mieux faire ci. C'était vraiment de l'ingérence dans la vie des familles. J'ai un souvenir où j'appelais ma mère Yaï, qui veut dire maman au Wolof. Et comme ça n'a plus été possible, elle a fait une chose extraordinaire. Elle nous a transmis sa langue maternelle à elle.
c'est-à-dire de la Guinée-Bissau, Mandjak. Donc je le parle parfaitement bien. Et j'ai compris cette importance parce que en 1996, elle décide de nous emmener en Guinée. Quand on arrive, ma grand-mère sort, elle est tellement contente, mais elle regarde à peine sa propre fille. Elle nous regarde, nous, ses petits-enfants. La première chose qu'elle dit, elle dit à ma mère, ici c'est leur maison, dis-leur, il faut que tu leur dises ça, il faut qu'ils comprennent ça tout de suite. Et ma mère lui dit, mais pourquoi tu leur dis pas ? T'as essayé de leur dire directement ? Et ma grand-mère répond, comment je peux leur parler ? C'est des enfants de France, ils ne comprennent pas le Mandjak. Et ça, c'est quelque chose qui mais vraiment, ça m'a marqué. Et ma mère sourit, elle dit, mais t'as même pas essayé. Et donc, elle plante sa mère ici avec ses petits-enfants. Elle rentre dans la maison, voir le reste de la famille, parce que tout le monde se déplace. Et ma grand-mère est debout, avec un abaya, elle met les mains derrière le dos, elle ne sait pas quoi faire. Puis elle se dit, tant pis, elle va parler avec les mains, et elle parle. Et il s'avère que tous les enfants lui ont répondu avec un Mandjak pur, sans accent, et qu'on comprenait cette langue première, maternelle, à 1000%. Mais elle a sursauté en se disant, mais c'est pas possible. Parce qu'elle s'était préparée à se dire, voilà, elle recevait des étrangers, et elle a été bluffée. Et c'est là où je dis, quand je parle d'importance des racines, qu'il faut les sauvegarder, c'est que ces moments-là, pour d'autres enfants, auraient pu être difficiles. Mais moi, la Guinée, je veux dire, c'est kiff-kiff avec le Sénégal. Je ne suis pas étrangère. Donc du coup, je remercie parce que j'ai pu interagir avec cet aïeux. Et donc après, ce qu'elle a fait, c'est que quand elle ne nous voyait plus, alors je pense que vous avez connu ça, que c'est les parents qui ne savaient pas lire et écrire, enregistraient des cassettes et leur donner la commission, voilà, et faire écouter en France. Et à chaque fois que la cassette arrivait, ma mère nous appelait et on avait cette partie où on entendait la voix de notre grand-mère nous dire Elisabeth, Olondolumbos, Malène, toutes ces choses-là, et ma mère n'avait pas besoin de faire de traduction, et donc on était encore toujours plus près de cette grand-mère. Et donc c'est pour ça que je dis que pour moi c'est un regret. C'est vraiment dommage, d'autant plus que mon mari, lui, est sénégalais, mais d'une ethnie poulard. Et comme moi, il y avait cette gêne de dire un mot wolof, c'est un traumatisme. C'est vrai que vous parlez wolof, petite, on vous dit t'arrêtes de parler cette langue, t'arrêtes. Finalement, au fond, vous n'osez plus dire un mot, pourtant je comprends le wolof. Mais mon aisance verbale, elle va être plus française. Vraiment, je regarde parce que le père voulait leur parler poulard, et c'est moi qui ai freiné. Parce que je comprenais pas, et tu comprends toutes ces petites choses. Aujourd'hui, il dit, vas-y, parle-leur poulard. Il fait, bon, maintenant. C'est trop tard. Et moi, j'essaie, voilà. Donc, pour réparer tout ça, je suis une Sénégalaise qui va prendre des cours de Wolof. Et donc, du coup, une fois que j'ai pris mes cours, je vais au sein même de la famille. Et là, je l'applique pour ne pas avoir ce Wolof un peu policé. Moi, je vous ai dit au début que j'ai été expatriée. Oui, mais on est passé en Russie, les Russes, ils parlent le russe à leurs enfants, les Portugais parlent portugais. Les Espagnols, partout où vous allez ici, vous entendez. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que l'Afrique a été obligée, elle, de subir ça? Pourquoi est-ce que l'Afrique... Parce que peut-être les mots sauvages, oui, parce que le français comprenait moins bien ces langues ethniques que l'espagnol, le portugais. Et moi, je me dis, c'est peut-être ça. Moi, j'ai été expatriée en Espagne. J'ai fait l'Argentine. En tant que Française expatriée là-bas, il n'y a pas plus communautaire que la communauté française. Parle français entre eux tous les jours, du matin au soir, et ne fait pas l'effort d'apprendre une autre langue. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants portugais en France qui parlent le portugais, mais tous ceux que je connaisse, ceux qui parlent, c'est parce que leur mère ne travaille pas. Non. Si, ceux que je connaisse, moi. Peut-être vous, mais bon, on peut pas... On ne va pas faire de statistiques, mais bien je sûr, crois pas. Mais c'est parce que c'est plus facile quand on n'est pas actif que quand les deux parents sont actifs. C'est toujours plus facile. Ma mère a travaillé toute sa vie, elle a été femme de ménage et pourtant elle m'a transmis sa langue maternelle. Il y a des enfants français qui sont comme nous répertoriés à Nantes. Ils sont pas nés là, c'est des enfants français, de père et mère français.
Qui sont à l'étranger? Nés à l'étranger, mais ils vous parlent le français. Oui, mais les Français qui sont à l'étranger, ils ne se mélangent pas aux étrangers. C'est ce que mais vous êtes d'accord avec moi? Mon mari était expatrié très souvent. Mais donc vous êtes d'accord avec moi? Les Français qui... Vous me rejoignez, il n'y a pas plus communautaire qu'un Français. C'est exactement ce que vous venez de dire. Nos parents, à l'époque, n'étaient pas mélangés avec les Français parce qu'ils ne la maîtrisaient pas parfois, pour certains, la langue. Donc ils auraient pu nous la transmettre. Mes parents n'ont jamais parlé français à la maison. Et comment ça se fait que mes sœurs de 6 ans, elles parlent plus français que malgache? Oui, mais il y a des exceptions, effectivement. Ma langue maternelle, déjà, je l'ai apprise malgré la famille. Parce que justement, en Afrique, moi, on ne me parlait pas. Moi, on ne me parlait pas ma langue maternelle. Je l'ai apprise en entendant toute la famille parler. Mes parents m'ont eu très tard par rapport aux autres. Et hyper tard, donc mon père pratiquement à la retraite. Ma mère, elle m'a vue, elle avait 40 ans passés. Donc j'étais l'enfant qu'elle attendait plus. Tout le monde parlait le dialecte. Mais moi, je me rappelle que je devais... Quel dialecte? Le Banen. Au Cameroun, il y a autant de dialectes que d'ethnies. Il y en a plus de 240. Donc mes 2 parents étaient Banen. Et ma mère, je rentre à la maternelle et avec moi, par exemple, elle a voulu apprendre le français. Donc elle s'est mise à l'apprentissage du français en même temps que moi. Donc ce qui fait que de fait, je ne devais lui parler qu'en français. Je suis arrivée ici, quand je suis retournée au Cameroun, j'avais 25 ans, pour enterrer mon père, que je n'avais pas revu entre-temps. Et là, je me suis rendu compte que je m'étais accrochée à ça. C'était mes seules racines qui me restaient vraiment, cette base-là. Et je m'étais accrochée à elle. Et là, les mots sont sortis. Tout seul. Je ne savais pas que je savais parler Banen autant. Et effectivement, quand je suis devenue maman, c'était en moi, mais en même temps, c'était pas naturel. Je me sentais pas suffisamment sûre parce qu'il y avait personne pour me corriger si je me trompais au point de pouvoir la transmettre. Et il y avait toujours ce problème ethnique. On était tous les 2 Camerounais, mais lui, il était Fan et moi, j'étais Banen. Donc, c'est pareil. Quelle langue, quel dialecte allait prendre le pas sur l'autre? Et c'est vrai que j'ai mon fils qui, de temps en temps, me dit, voilà, comment ça se fait que tu nous as pas... Mais parce que, justement, lui, il avait ses copains qui étaient maghrébins, ils avaient l'arabe, et voilà. Et donc, lui, il voulait aussi avoir sa langue, voilà. Ce désir de repartir à leurs racines, nous, on a eu besoin de survivre ici, donc on a... Voilà, il y a eu une phase de rénonciation pour pouvoir survivre, parce que, voilà, on a déblayé le terrain. On a fait un boulot de dingue. Hein. Les batailles, elles étaient là, il fallait les livrer à l'instant T, et après, tu passes à l'autre bataille, tu n'avais même pas le temps de faire... de te retourner derrière en te disant, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà, je suis fatiguée. Pourquoi je suis fatiguée? Non, il y avait déjà une autre bataille à livrer après. Ben oui. Des fois, on était là, excusez-moi d'être noir au pays des Blancs, excusez-moi 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 de pas être aussi parfaite que vous aimeriez que je le sois, excusez-moi d'être arrivée là où vous vouliez pas que je sois aussi. Quand on a fait des études et qu'on arrive en disant, ah, j'ai fait des études, je veux la place que je mérite parce que ces études-là m'ont donné le droit à avoir cette place. Il y avait tous ces trucs à mener pour que nos enfants qui se contentent d'être français. Quelque part, je me dis, je culpabilise pas de pas leur avoir transmis ça parce que je me dis justement, mais il y a une bataille que j'ai gagnée parce que ils se sentent suffisamment à leur place pour pouvoir se dire, ah, est-ce qu'il me manque ma langue maternelle? Voilà, revendiquer ça. Les petits-enfants, je leur apprendrai des mots. Le travail n'est pas fini. Il n'est pas fini. J'ai juste sauté une étape. Mais voilà, il continue. Voilà. Je suis d'accord. Les 2e générations se plaignent trop. Moi, je me mets au milieu. Oui, là-bas. Non, là-bas. On va rester au milieu. Ils se plaignent. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont moins contents que vous de la France? Mais se plaignent de quoi, en fait? On se plaint parce qu'on ressent une injustice. On ne se plaindra jamais trop d'une injustice. Ils se plaindront jamais assez, tout comme nous, on ne s'est pas trop plaint. Pas du tout. On a pris une place qu'on estimait être la nôtre. Quand on dit qu'ils se plaignent trop, est-ce qu'ils se plaignent trop de subir ce racisme, ou bien ils se plaignent trop d'être ici, c'est-à-dire de rester en France, ou bien... C'est-à-dire que nous, quand on est venu ici, bon, on était bien en France. C'est-à-dire que pour nous, la France était vraiment... Il y a une liberté de parole qu'on n'a pas dans les autres pays. Hein. Mais dans les faits,
on a le sentiment que ça ne se pratique pas dans les faits, ce droit d'expression. Parce que même si on discute avec les gens, ils vont nous dire non, dans ce cas-là, tu n'as qu'à, soit tu retournes dans ton pays si tu n'es pas content d'être ici. Les jeunes sont un peu perdus. Ils rentrent chez eux, ils ont vu leur père se crever au travail, leur mère qui ne sait ni lire ni écrire. Ensuite, ils sortent et ils voient, non, on est bien, on va au cinéma, on veut être comme tout le monde. Sans arrêt de passer de l'un à l'autre, ils ne savent plus où ils sont. C'est pas comme nous. Nous, on avait un but, c'était sortir de cette condition. Eux, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Par exemple, je parle pour les jeunes Algériens. Un coup, ils sont très, très algériens. Et vas-y, et je dis, oh, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Après, je dis, moi, je ne suis pas en Algérie parce que vous, les hommes, le pauvre, il conduit. Vous, les hommes, vous ne voulez pas évoluer par rapport au statut de la femme. Voilà, et c'est toujours ce genre de discussion. Une fois, j'ai trouvé des jeunes qui avaient le t-shirt avec le drapeau algérien. Ils ont tout mis sur le drapeau. Vous voyez, il y a des drapeaux algériens partout. Ils ont besoin d'exister. Mais je leur dis, mon père, c'est lui qui s'est battu pour que vous puissiez vous balader sur les Champs-Élysées avec le drapeau algérien. Mais qu'est-ce que vous faites? Voilà. Ils n'ont pas l'histoire, ils n'ont pas de repères, ils sont balancés entre deux cultures, mais ils veulent ni de l'un ni de l'autre. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai pas l'impression qu'ils se plaignent trop. Je trouve qu'ils sont à leur place, ils s'expriment bien, ils s'expriment quand il y a besoin. La différence peut-être avec nous, pour moi, ma part, c'est que nous, on se taisait. Moi et mon mari, on a subi pas mal de choses, mais on s'est toujours tu. On s'est dit, on va contourner l'obstacle et se débrouiller autrement. Et un jour, il s'est passé quelque chose dans mon travail. Pour moi, en tout cas, c'était une discrimination à une promotion. J'étais l'adjointe de ma chef a démissionné. Je pensais prendre cette place-là et le mériter largement par rapport à mon travail, par rapport à mes diplômes. Et j'ai pas été choisie. Et c'était très flagrant parce qu'il n'y a pas eu d'explication, parce que j'ai demandé une explication et ça ne s'est pas, il n'y en avait pas. Et ma fille a vécu la chose à la maison. C'est là que j'ai vu qu'elle a beaucoup souffert en fait. Et pourtant, mon mari et moi, à chaque fois qu'il y a eu des choses comme ça, parce qu'il y en a eu avant aussi, mais on a toujours réglé ça, on n'en a jamais parlé devant les enfants. On voulait les protéger. Et là, cette fois-ci, comme elle a bien vécu la chose, c'est elle-même qui a fait des démarches. Et je ne savais pas. Elle est allée voir les défenseurs de droit pour moi et elle a dit « Maman, je ne peux pas accepter ça ». Et c'est là que j'ai vu que, comme tu dis, c'est bien qu'ils se battent. Mais nous, en fait, quand on est arrivé ici, il fallait se battre tous les jours pour beaucoup de choses et on est devenus fatalistes. Donc, quand il y avait un combat, un petit ou un grand combat à faire, on se disait, on le détourne par tous les moyens. Par exemple, pour chercher un logement en location, à notre époque, quand on avait 20 ans, nous, c'était très difficile en tant que personne de couleur. Au lieu de combattre ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réuni tout pour que la personne ne pouvait plus dire non. Et c'est ce qui s'est passé, on a eu le logement et j'étais super contente. On n'a pas saisi les défenseurs de droit, ou on n'a pas saisi ou tel, ou on s'est pas battu frontalement, on a contourné. Et nos enfants, eux, c'est plus autrement, c'est-à-dire eux, ils le combattent. Moi, je vois ma fille qui milite à la Bastille, à la République, pour certains droits qu'elle estime revendiquer. J'estime que nous, on n'a pas eu ce courage-là, peut-être parce que le fait de s'adapter en France, c'était déjà un combat. Moi, je leur reconnais le mérite, c'est que quel que soit leur âge, ils y vont. On a l'impression de les entendre beaucoup trop parce que justement, sa fille, comme les miens, tu crées ta chaîne YouTube et puis tu y vas, ceux qui se reconnaissent, ils iront. Donc ils ont une audience qui est beaucoup plus large et de ce fait, ils peuvent toucher à tous les sujets. Nous, à l'époque, on n'avait pas ça, mais on avait « Touche pas à mon pote », SOS Racisme. Moi, j'ai battu le pavé, à avoir mal aux pieds. Moi aussi, c'est ça. Moi, je me rappelle, la première fois, j'ai été surprise, mais j'ai dû prendre mon courage à deux mains.
Je me disais, tu vas te retrouver tout seul, à la télé, ils montrent que des Blancs qui manifestent et tout. En fait, non, pas du tout, parce que dans ces manifestations-là, les personnes, les minorités visibles étaient très nombreuses. Et sortaient avec leur tam-tam et tous les instruments de leur pays, ils manifestaient. J'avais peur, je me suis dit, mais il va t'arriver un truc. Oh là là. Et il faut prendre son courage à deux mains pour dire non, il faut te joindre aux autres, non, vas-y. Et on avait que ça, en fait, les manifs. Voilà, après les associations. Après, le résultat, s'ils acceptaient de le passer, oui, s'ils ne voulaient pas, on n'était pas entendus. Je trouve qu'aujourd'hui, nos enfants, comme sa fille le fait, ils ont raison. Parce qu'à un moment, il faut couper la chose, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas, jusqu'à la 10e génération de demain, avoir encore les mêmes sujets. Ou sinon, il y en a qui, comme moi, on s'est désintéressé des problèmes de la France, tout simplement. J'ai pas envie de passer ma vie à défendre la France plus que ce que j'ai donné. Et comme j'ai un ailleurs, on est plusieurs aujourd'hui. Arte a fait un reportage. Le millier de personnes qui repartent, ça, ils ne le disent pas encore. Mais tous les jours, les avions déversent des enfants qui repartent. Non, ils se plaignent pas trop. Et il faudrait qu'on les entende plus. Des chaînes comme celle-ci, il en faudrait énormément. Il y a deux choses. Il y avait quand y allait aux vacances, le pays, mais pour y rester vivre là-dedans, il n'y a pas l'habitude, c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas les mêmes machins. Et après, On rentre. on entre. Chez nous. Chez vous, où? À la France. Ouais. Parce qu'il y en a ici, ils vivent ici, ils prennent l'étude ici. Là-bas, il n'y a pas... Les gens, c'est pas les mêmes façons. Ils préfèrent ici que là-bas. Nous, les vieux, on préfère là-bas, le soleil. Voilà, ils sont là-bas bien, ici, il est bien aussi. C'est tout, merci beaucoup. Je pense qu'au niveau de la deuxième génération, il y a une question un peu économique au départ. Quand on est arrivé en France, il n'y avait pas de problème de chômage. Les gens qui venaient s'installer en France, ils venaient pour trouver un emploi qui était peut-être meilleur qu'en Afrique. Donc, ils prenaient même des emplois qui étaient très peu rémunérés. Donc, ils se contentaient de ça. Mais la deuxième génération, qui est née ici, donc qui a reçu une éducation, là, elle a commencé à se sentir un peu différente par rapport aux locaux. Et ça, c'est tout à fait normal qu'ils se plaignent, parce que c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait quand même une différence lorsque le niveau d'études augmente, et le fait aussi qu'avec les réseaux sociaux qui se transmettent partout, donc tout le monde sait un peu ce qui se passe, ça développe un peu ce sentiment de revendication, en disant moi aussi j'ai vécu ici, j'ai ma place, autant que les métropolitains, d'avoir ma place ici et à un niveau que je considère être le mien. Et par rapport aux deuxièmes générations, moi je suis pas, c'est nos enfants, c'est la troisième génération, hein, parce que tous autant que nous sommes, on est tous venus avec nos parents. Je veux dire, voilà, c'est 5 ans avec ses parents, moi. Donc on a déjà un passif. Il y a déjà un passif qui existe du fait de ce que nos parents ont vécu. On avait une revanche à prendre par rapport au vécu de nos parents. Lui, il a fait des études. En plus, il est venu ici après son bac, il a fait ses études, fini avec un doctorat et qu'il a jamais pu exploiter ici. Donc voilà, il y avait déjà cette forme d'injustice et qui créait en nous un esprit revanchard. Et on se disait, non mais l'histoire, elle va pas se répéter. Donc là, c'est la troisième génération qui se plaint. Elle se plaint pas assez. Elle se plaint pas assez. Les grands-parents ont vécu, les parents ont vécu. Et là, de dire c'est la troisième génération, si elle se plaint, c'est qu'elle se plaint pas assez. Et si elle en a encore à se plaindre, c'est que peut-être nous, on s'est pas assez plaint pour qu'ils soient obligés de se plaindre encore. C'est là où il y a un problème finalement. Ou alors on s'est plaint, mais on n'a pas été suffisamment entendu. Je suis d'origine lyonnaise. Il y a eu la marche des beurs, j'étais. Et après, il y a eu SOS Racisme, j'étais à la fac. Ouais. Et je les ai faites, les marches, touche pas à mon pote avec la main et tout. Mais non, c'est obsolète, mais les problèmes, ils sont là. Et mon fils, quand il cherchait des stages et tout, il me dit, voilà, c'est parce que ils sont racistes. J'ai pas envie d'entendre ça. Non.
Donc, non, ils ne se plaignent pas assez pour moi. Et par plainte, une plainte entraîne une bataille, une lutte. C'est pas se plaindre et aller s'asseoir en disant... C'est parce que nos enfants, on leur pose des questions qu'on nous a posées et qui peut-être, je vais mettre en parenthèse, pouvaient s'expliquer par le fait que tous on est nés à l'étranger, on est arrivé là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas quasiment, si vous posez la question aux enfants qui sont derrière, ils sont nés ici, mais on leur pose exactement la même question que nous. Et leurs enfants naîtront ici. Et on posera la même question à leurs enfants, c'est-à-dire que de nos parents à nos petits-enfants, nous avons tous évolué et l'environnement, on l'a accaparé, on est bien dans cet environnement-là. Mais c'est celui qui nous regarde en face avec un regard différent, qui voit notre différence, qui n'a pas évolué. Parce que moi, j'arrive toujours pas à comprendre que, ne serait-ce que mon fils, quand on le voit, on sait tout de suite que tout est français chez lui. Dans leur attitude, la manière de penser, de regarder, de se comporter, il y a zéro résidu. Ils n'ont même pas cet accent que nos parents avaient, que certains de notre génération, ils ont encore. Et ils vont avoir cette même question. T'es d'où? Tu viens d'où? Tes origines. Non, je suis née à Lyon. Tu viens d'où quand on allait en vacances? Alors, vous venez d'où? De l'Essonne. Ah bon, c'est où? C'est juste à côté d'Orly, dans le sud de Paris. Mais tu dois venir de bien plus loin que ça. Ouais. L'Essonne, c'est un pays exotique, en fait. Oui, tu veux que je dise que je viens de la Bretagne, c'est ça? Je passe mon chemin parce que je réponds pas. Non, mais c'est ça, je veux dire... Tu dois venir de un peu plus loin que ça. Moi, je les trouve très forts. Vraiment, ils ne reculent devant rien et ils y vont. Ils dénoncent et moi, j'applaudis. Il y a des fois, je me dis, mais purée, pourquoi est-ce que tu n'as pas été capable de faire ça? Voilà, on est encore des parents jeunes, on se compare un peu et parfois, sa fille qui se lève et qui va dire, ah non. Voilà, Certains d'entre nous, on aurait regardé nos parents, puis voilà, on aurait dit, oui, c'est pas normal, ils sont racistes. Fais pas de vagues. Voilà, c'est ça, fais pas de vagues. Donc, vous ne plaignez pas assez, hein? Pas encore. Je veux être enterré au pays. Je suis extrêmement oui. Moi, c'est ni l'un ni l'autre. Je me suis toujours demandé où est-ce que j'allais être enterrée. C'est normal. Et en janvier 2019, quand je rapatrie le corps de ma mère, tout de suite, je sais que c'est avec elle que je vais être. J'ai essayé d'avoir un ancrage ici, en France, et malgré tout, ça n'a pas réussi. Non pas que je ne pouvais pas, je parle très bien le français, j'ai fait l'école, les études et tout le reste, j'ai des capacités, j'ai travaillé ici. Mais ça rejoint un peu toutes les autres questions, on a l'impression qu'il faut toujours se battre contre quelque chose. Et au fond, mais avec tout ce que j'ai donné à la France, aujourd'hui, quand on fait le constat de nos âges, mais j'ai pas eu ce que je voulais. Donc j'ai décidé de me détourner, de ne plus la regarder. Je sais que la solution, ça serait certainement l'autre génération qui la fera. Donc moi, je serai enterrée au pays. Déjà, savoir que oui, où on va s'enterrer, c'est une question qui se pose dès petit. Hein. Tout Africain qui arrive en France, enfin voilà, il prend une assurance rapatriement. Je l'ai eu avant d'être majeur. Et forcément, de fait, ça coule de source qu'on soit enterré là-bas. Et après, moi, quand je suis devenue parent, il y a eu ce truc. C'était déjà le fait d'être enterré qui me dérangeait. Voilà. Par contre... j'ai demandé à mes enfants qu'ils aillent verser mes cendres sur la tombe de mes parents. Je veux retourner d'où je viens. Ah, elle veut aller de l'autre côté. Ah, tu veux changer. Ils vont se décaler alors. Allez, on va se retrouver, je ne sais pas où, mais on y va. J'ai mal compris la question. Et maintenant, j'ai compris. Je préfère enterrer chez moi là-bas. À côté de ses parents, sa mère, mon père. Parce que moi, j'ai payé une assurance spécialement pour, si jamais je meurs ici, ils m'ont envoyé là-bas à l'assurance. Voilà, parce que ici, il faut payer tous les ans. Si tu ne payes pas, il a levé la personne et l'a brûlé. Il est parti avec l'air. Oui, il y en a qui payent pour être brûlés. Tu brûles? Ah non, non, interdit ça. Ma région. Il y en a beaucoup ma religion. qui aiment bien être incinérés. Tous mes frères là-bas. Moi, je vais le dire après mes gosses. Ils savent de toute façon. C'est pas à cause de racistes là, c'est à cause de la religion de nous. Il fait comme ça. Et les autres, ils font la prière pour lui.
Est-ce qu'il mon Dieu, excuse-lui, qu'est-ce qu'il a fait mal pour les autres? Nous, grâce à Dieu, on n'a jamais fait mal à personne. Inch'Allah, on sera correct jusqu'à la fin. Je suis au bord des larmes, là. Quand mon père est mort, en Algérie, donc, à l'enterrement, je ne savais pas toutes ces histoires de religion et de tout ça. Il ne nous a jamais rien imposé. Donc, au moment de l'enterrement, ma mère me dit « Ah non, 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 nous, on ne va pas aller avec les hommes. » Alors déjà, vous venez de perdre votre père, hein, déjà, ça ne va pas. Mais là, elle me dit que je ne peux pas aller à l'enterrement de mon père à moi. C'est les hommes qui emmènent ton père. Et toi, demain, les femmes, hein, demain, tu peux y aller, mais il faudra te voiler. J'ai dit à ma mère, du vivant de mon père, je n'étais pas voilée, je n'irai pas à l'enterrement. Je ne suis pas allée à l'enterrement de mon père. Je suis pas allée. C'est là que j'ai pris la décision de revenir en France. 10 ans plus tard, je suis rentrée en Algérie et j'ai dit à ma petite sœur qui vit là-bas, je lui ai dit, de l'aéroport, on y va direct, hein, on va au cimetière, je vais sur la tombe de mon père. Et ma sœur, elle me dit, oui, tu sais, il y a un monsieur qui garde le cimetière et c'est lui, il va faire des réflexions. Je lui ai dit, laisse, c'est mon affaire. Si je veux aller toute nue au cimetière, ah mais j'étais vraiment folle, là, Laura. C'est mon père, c'est lui qui m'a donné la vie. Et ça n'a rien à voir avec les autres, ni Dieu, ni je sais pas qui. C'est entre lui et moi. Bent Ahmed. Oui, il récite un verset de Coran. Bent Ahmed, je suis la fille d'Ahmed, c'est mon père. Voilà. Et c'est lui qui m'a fait comme ça. C'est pas de ma faute, je suis comme ça, c'est mon père qui m'a fait comme ça. Et il a fait la prière. Il a fait la prière toute sa vie. Moi, je sais, mais bon. Je suis sortie tellement de chemin, là. Ah non, non, non. Donc, déjà, c'était un combat, 10 ans plus tard, d'aller sur la tombe de mon père. Vous vous rendez compte, là? Bon, j'arrive au cimetière. J'enlève mon chapeau. Je le mets dans mon sac à main. Alors, il y a un petit vieux qui sort de... Mais il a vu que j'étais déchaînée. Hein. Il a dû voir autour de moi des diables et des machins. Et je suis allée sur la tombe de mon père. Et je vais vous raconter une autre histoire. Une partie de moi est enterrée en Algérie. J'ai donné un rein à ma petite sœur. Elle a vécu donc 25 ans avec ce rein. Et maintenant, mon rein droit, il est enterré en Algérie. Donc, ça me pose vraiment la question de me dire, est-ce que je rejoins mon rein gauche, le pauvre tout seul, là, il va être un peu paumé quand même. Donc, il faut le mettre avec le rein droit. Il faut qu'il aille récupérer et quelque part, je protège ma sœur. Je vais être enterrée au pays. Il y a une partie de moi qui est déjà enterrée. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas de pays particulier, hein, vraiment. L'Inde, le Congo ou la France. À ma mort, je veux qu'on m'incinère. Ce sera plus facile. Je veux être incinéré dans le pays où je meurs. Puisqu'en fin de compte, ce qui reste après la mort, c'est plutôt l'âme, la personnalité de l'homme, la personnalité de la personne qui reste. Mais bon, être enterré ou non, c'est pas ça le problème. Donc, on va de temps en temps, des fois, au cimetière pour aller voir, mais c'est plutôt la personnalité de la personne qu'on est en train de retenir. Je cherche pas. C'est bien. Moi, j'ai dit à ma famille proche que pour moi, quand je serai morte, je suis morte. Morte, point barre. Je veux qu'on m'enterre le plus facilement possible et le moins cher possible. Dans la ville où j'ai habité, ça me va très bien. Avant, je voulais être incinérée pour être dispersée dans la mer, parce que j'adore la mer. Mais au fil des années, en fait, je me suis aperçue que les proches, ils ont besoin d'aller se recueillir quelque part. Par exemple, ma mère, elle est morte l'année dernière à Madagascar et j'ai pas pu aller, jusqu'à maintenant, j'ai pas pu y aller à cause du Covid. C'est dans ma tête, j'ai besoin dès que ça sera possible, d'aller prendre l'avion et de recueillir devant sa tombe. Pour ça, j'ai laissé tomber le fait d'être incinérée. Mais j'ai toujours dit à mon mari, à mes filles, le plus simple possible, quand on est mort, on est mort. Sauf que, juste, ce que je voudrais, c'est... je ne sais pas, une semaine après, un mois après, on fait une réunion où on parle de souvenirs avec cette personne, quoi. Voilà.
Même si moi, je demande à être enterré, et je vais me recueillir sur la tombe des personnes. Mais c'est pas pour ça que moi-même, demande à être enterré quelque part. Bon. On peut encore changer d'avis, hein. C'est loin cette histoire Oui, d'être enterré. Oui, mais oh non, On va se précipiter là tout de suite. On ne peut pas dire que c'est si loin. J'ai vu des familles où des gens sont morts brutalement et ils ne savaient pas quoi faire. Oui, c'est vrai. Et surtout, comme vous dites, dans la situation de nous six, où on est né quelque part. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc les gens ne savent pas, donc il faut le dire en fait. Il y en a une façon pour être incinéré, c'est-à-dire qu'on recueille par exemple les cendres, et après on peut mettre ça comme dans une urne et mettre ça au cimetière. Voilà. Il y en a qui le font. Oui, il y a cette possibilité-là. Bon. Aimez-moi de mon vivant, quoi. Je veux dire, après ma mort, je m'en fous. Voilà. Je serai partout où vous serez. C'est la phrase que mon père m'a dit, parce que mon père, je ne l'ai pas revu. Je l'ai revu que sur son lit de mort. Je l'ai quitté, j'avais 9 ans, j'étais son bébé. Et le téléphone n'existait pas vraiment encore. Et jusqu'à aujourd'hui, je me raccroche à une phrase qu'il m'a dite avant la veille de prendre l'avion. Et c'est ma base. À chaque fois quelqu'un voudra te faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire ou te faire aller là où tu n'as pas envie d'aller, souviens-toi qui tu es et d'où tu viens. Et pense à moi. Et ça me suffit. Donc voilà, j'espère que j'aurai suffisamment donné ça à mes enfants pour qu'ils n'aient pas besoin de venir devant une pierre. Je me sens représentée dans la politique française. Vous avez compris la question ? Non. Alors, dans la politique française, dans tous les hommes politiques, les partis politiques, est-ce que vous vous sentez il y a on parle de chic à l'extrême là. Il y a qu'un chrétien. Quand j'étais lycéen, j'ai milité même quand je suis arrivé en France. C'était juste après mai 68, quand j'étais en première. Et là, j'ai milité contre un peu la loi Debré. Et c'est là que j'ai commencé peut-être à m'intéresser à la politique française. La loi Debré, au départ, c'était sur le service militaire. On demandait à des jeunes de s'engager un peu plus. Et donc, nous, on refusait à partir d'un certain âge. Et donc, j'ai commencé là. Et après, quand j'ai commencé à travailler, donc, je me suis inscrit à un syndicat. J'ai participé à des actions. J'ai défendu même des personnes qui étaient en tant qu'adhérent. Donc, je me suis donc toujours un peu intéressé à la politique. Et en ce moment, avec les personnes qui sont, par exemple, tous les nouveaux députés qui ont été élus, il y a eu pas mal de députés même qui avaient peut-être mon niveau d'expression, qui ont réussi à sortir un peu de l'anonymat et puis même à être élu député. C'est vraiment, un résultat positif en ce moment. Puis même le fait d'avoir aussi, au niveau de l'éducation nationale, le ministre Pam Ndiaye qui arrive, c'était un changement de politique différent. Je ne dis pas que je me sens tout à fait représenté, mais je m'intègre bien dans cette politique française. C'est vrai que c'est une avancée. Il y a un changement, mais je trouve quand même qu'il n'y a pas assez encore. Nous, quand on était arrivés ici en France, ça aurait dû déjà s'avancer un peu. C'est maintenant seulement que ça commence, alors qu'on aurait dû ne même plus dire « Ah, il est d'origine machin, c'est une femme ». Ça devrait représenter la population cosmopolite qu'il y a, et même dans la rue, dans le métro, ça devrait être pareil. Au Sénat, c'est quoi ? C'est que des vieux déjà. Et puis, ils sont tous de la même couleur. Excuse-moi. Oui. Non, mais ce que je veux dire, dans tout processus, il y a quand même un début. Et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Il y a peut-être des personnes qui viennent des milieux ouvriers, des personnes qui viennent des milieux médicaux. La représentation est un peu plus importante qu'avant. C'est vrai que ça a changé. Donc là, c'est peut-être déjà un début. Oui, il y a une représentation qui existe dès que c'est un suffrage, c'est une élection au suffrage direct. C'est-à-dire, ça va être au niveau du Parlement. Après, ça s'arrête là. Ça fait depuis des années qu'on en est au même point. Il y a toujours l'arabe de service ou le noir de service. On n'est que ça. Kofi Yamyan, il y a combien de temps ? Et c'était un très bon maire. Et à chaque fois, il y a comme ça l'arbre qui cache la forêt. Voilà, mais moi, je me contente plus de l'arbre. Qu'il est mis dans un ministère régalien.
Je pense au Mais niveau... c'est toujours pareil. Non, mais peut-être, d'accord, C'est toujours... pareil. On a dit pareil de Ramaya, de Rachida Oui, Dati. C'était des ministères régaliens aussi. Oui, Mais c'est Rachida toujours Dati. un. C'est Ouais. toujours Oh là là. un. Voilà. Et c'est pareil, je milite, je suis une élue syndicale, moi. Oui. Et je veux dire, j'ai toujours milité. Hein. Je veux dire, je pense que j'ai dû commencer dans le ventre de ma mère parce que c'est un truc... Elle est très douée pour être régressive, la politique française. On fait un pas en avant, 10 pas en arrière. Voilà, on est passé de SOS racisme, on était des milliers dans et dit ouh, ça y est, on a presque gagné, à Marine Le Pen, le Front National qui est dans les 3/4 de la France. La France, elle a tellement un problème déjà avec son histoire coloniale que de toute façon, c'est accepter dans le visage politique une certaine population. C'est aussi accepter quelque part de faire une remise en question parce qu'il y a le parallèle qui doit se faire aussi avec ça. Je me pose même pas la question de savoir si je suis représentée ou pas politiquement parce que pour moi la solution elle sera jamais politique. Elle sera politique mais ce sera au niveau de parce que nous on aura en tant qu'individu on aura posé des actes qui sont politiques. Quand je dis que c'est au niveau de la politique, on a dans le droit français, on a l'égalité parfaite. Tout le monde n'est pas égal. Oui, on est tous libres et égaux. Voilà, au niveau de la politique, ce qu'il faudrait, c'est que n'importe qui puisse être représenté comme français. C'est-à-dire que toi, on ne dise pas d'où tu viens, tu es française, tu représentes la France, c'est tout, c'est ça. Peut-être ça va prendre du temps, mais ça commencera peut-être. Mais combien de temps? Mais ça avance. Non, mais peut-être pas dans notre génération encore. Par rapport à peut-être il y a 50 ans, hein, on a eu peut-être cette avancée. Petit à petit, on avance. Les lois sur l'immigration sont de plus en plus dures. Je ne vois pas du progrès là-dedans. Non, mais hein? c'est le Front National et Zemmour qui avancent, je vois pas du progrès là-dedans. Je vois vraiment pas où il y a des avancées. Au contraire, je dis la France, elle était beaucoup plus ouverte avant, même y compris pour nous. Je suis désolée parce que quand on dit qu'on lutte contre l'étranger, moi en tant que Noire en France, je resterai toujours jusqu'à ma mort une étrangère. Parce que je suis noire. Et quand j'arrive, j'ai une différence que je n'ai pas choisie qui est de fait. Et dans un monde, on va arriver, la France va devenir un monde de bisounours, tout le monde sera beau, tout le monde sera gentil, on nous acceptera tous, on pourra vivre heureux les uns les autres, mais c'est pas vrai. Dans les faits, c'est pas vrai, ça n'arrivera jamais. Dans la politique, le but, c'est que, par exemple, que la personne qui représente, qu'on ne le représente pas par son origine en disant, voilà, tu es de Madagascar, tu es du Cameroun, ainsi de suite, tu viens. Non, tu es français. C'est ça. Le but, c'est d'arriver à ça. Parfois, être français, pour eux, ça veut dire que tu dois renier tes origines. Non, mais et moi, je dis non. Non, mais c'est pas une question de renier. C'est-à-dire que tu peux, quand tu es français, c'est d'accepter tous les droits et les devoirs en France. Ça ne tient pas compte de tes origines, de ton histoire. C'est-à-dire, on va pas te demander de renier tes origines. Ce que tu dois, c'est appliquer la loi. Tu as des droits, tu as la liberté de penser sans être responsable de la vie des autres. C'est-à-dire que tu vis ta vie, mais ce qu'il faut, c'est être intégré, mais au niveau, c'est-à-dire accès... Tu vois, tu utilises déjà un mot qui me révulse. Non, c'est intégré. Je ne supporte pas ce mot. Quand je dis intégrer, c'est-à-dire accepter. Non, on a des libertés. Pourquoi je m'intègre à quoi? Non, mais les droits, on a les droits et les devoirs en France. Oui, mais ça que je veux dire. ça, on le sait. On n'est pas des animaux. Non, mais c'est bien ça. sûr qu'on Quand le je dis sait. intégrer, c'est appliquer les droits et les devoirs. Tout être civilisé, quel que soit l'endroit du monde dans lequel il se trouve, il sait qu'il a des droits et des devoirs. Oui, non, mais c'est tout. Oui, mais selon les critères de qui? Oui. C'est ça la question. Selon les critères de qui ces droits et ces devoirs? Selon les critères de la loi. Quand on te renvoie à ta représentation physique, je veux dire, la question ne se pose pas. Vas-y, Élise. Non, mais moi, j'aime bien l'échange qui est là. Je partage les deux points de vue parce que je l'ai vu de l'intérieur. Quand Christian me parle du changement, effectivement, qu'on a nommé le ministre de l'Éducation, voilà, un Sénégalais, c'est géopolitique. Il ne faut pas se leurrer derrière cette décision, parce que derrière, il sait très bien qu'aujourd'hui, sur le plan continental en Afrique, sur le plan géopolitique, le Sénégal a encore un pouvoir qui est énorme. Tant que le Sénégal reste encore
en bonne relation avec la France, vous avez les autres pays qui vont rester encore, y compris des pays du Maghreb. Donc, cette nomination-là, elle n'est pas gratuite. Et quand vous parlez de la représentativité, moi, mon analyse, elle va être différente. Je ne pensais même pas qu'une telle question allait être posée. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, j'ai milité avec elle pour En Marche. Elle était la directrice d'Emmaüs. C'est une personne qui a un grand cœur, énorme. Je me dis, elle va faire bouger les choses face à la droite. Elle a essayé. Mais malgré tout, quand il y a un racisme d'État, les choses ne changent pas. Moi, je les ai tous vus, la plupart des personnes, du côté des Yvelines, et d'autres, 92 aussi, parce qu'on faisait des sacrées réunions. Qu'est-ce que ça a changé ? Et à côté de ça, il fait le tour de l'Afrique, et puis il met en place une organisation pour faire des échanges entre la France et l'Afrique. Bon, il avait 5 ans pour que Zemmour n'arrive pas sur le plateau de BFM. Ça n'a pas changé. Je vais vous dire pourquoi j'ai milité. J'ai eu une expérience personnelle. Je travaillais dans les Yvelines. Je pars en train, je laisse la voiture à la gare. Et mon fils, c'était la rentrée scolaire. Il a 21 ans aujourd'hui, il en avait 13 à l'époque. Il m'appelle, il me dit « Ah maman, est-ce qu'on peut passer à Auchan ? J'ai oublié sur ma liste scolaire, voilà, de fournitures scolaires à acheter ici, là. » Je lui dis « Ok, bon, tu me rejoins à Auchan. T'en as pour 10-15 minutes, tu arrives, tu me rejoins. » Il me dit « Ok. » Donc mon fils a pris son sac à dos vide. Je crois qu'il avait mis son portable dedans et puis il est parti en courant. Je l'ai attendu presque 1 heure. Et à un moment, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il sait que je suis fatiguée, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui arrive ? Mais non, mais attends, je l'appelle, il répond pas, j'appelle, il répond pas. Je me dis, mais attends. Et à aucun moment, je ne me suis dit que mon enfant avait croisé la police. Il a 13 ans. Mais ça, vous ne vous levez pas en tant que parent issu de l'immigration, que vous soyez asiatique, noir ou arabe, peu importe. Vous dire que ce soir, en rentrant du travail, votre gamin de 13 ans, il a été contrôlé par la police. Donc je me suis pas inquiétée, j'ai continué à rouspéter après cet enfant. Après je me dis, bah écoute, c'est pas possible. Au bout d'1 heure, je me dis, allez, je le vois, il arrive, il est fatigué, essoufflé. Et je lui dis, mince, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il me fait, maman, j'ai croisé la police. Je lui dis, quoi ? T'as croisé la police ? Pour quelle raison ? Il me dit, bah je courais avec mon sac à dos, ils m'ont arrêté parce que apparemment il y a un jeune, j'ai dit c'est encore un jeune noir qui a fait quelque chose, il me dit non, je sais même pas s'il est noir, apparemment il avait une capuche, les gens l'ont vu courir, il avait une capuche et un sac à dos, j'ai dit t'as pas de capuche. Les questions qu'ils lui ont posées, c'est il va où ? Qu'est-ce qu'il y a dans son sac à dos ? À un moment, il le fouille. Bon, bah il trouve son portable. Le policier lui demande de prouver que c'est son téléphone. Le petit lui dit, bah laissez-moi le déverrouiller, vous verrez que c'est mon téléphone. Il dit, bah, qu'est-ce qui prouve que c'est ton téléphone si t'as le code ? Il dit, bah, appelez ma mère. Et c'est là qu'il comprend, avec la répartie du gamin, qu'il n'est pas en face de quelqu'un qui a volé ce téléphone-là. Il le laisse partir, il vient. Christian, mon fils, est asthmatique. Il a mis 3 semaines à se remettre de cette situation parce que ça déclenchait une crise d'asthme. Ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à m'engager en politique, à me dire, si la société civile arrive à l'Assemblée nationale, les choses vont changer. Parce que la société civile, elle n'est pas raciste tous les jours non plus. Et la société civile a cru en Macron. Vous vous rendez compte ? Il y a eu un mandat qui s'est passé, on est encore à se poser la question, et on est une majorité à dire non, on ne se sent pas représenté. Mais sur la première législature, mais combien sont arrivés à l'Assemblée nationale issus des rangs de l'immigration? Il y en avait plein. Et pourtant, ça n'a pas changé. Il faudrait déjà qu'il n'y ait plus ce racisme d'État. Et ça, tant que vous ne le changez pas, eh ben, le problème, il sera toujours là. Même s'ils arrivent à représenter des gens de la diversité, comme ils disent, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, tout le monde pense que ce n'est pas la priorité. Ça va être le dossier qui ne sera jamais traité. Regardez l'histoire de CV, là. Qu'est-ce que ça a traîné pendant 10 ans, cette CV anonyme ? Jusqu'à maintenant, c'est toujours pas résolu, hein, cette histoire. La solution, elle viendra de nous. Il faut que la société française change. Qu'elle soit en paix avec son histoire, parce que si tu sais pas d'où tu viens, tu peux pas savoir où tu vas. Et là, petit à petit, les changements viendront. J'ai peur pour l'avenir de nos enfants. Ouais. On n'a pas peur. Non, j'ai pas peur. Parce qu'ils sont nés ici, grandis ici. Et les enfants, ils disent, chez nous, la France. Il est bien, ils sont bien. Alhamdoulilah. Moi, j'ai pas peur pour l'avenir de nos enfants. Quand je dis nos enfants, c'est globalement aussi. Parce que je leur fais confiance. Je trouve que la parole se libère de plus en plus. Ce que vous faites là, par exemple, pour moi, c'est
c'est vraiment positif. Et j'ai confiance aussi parce que je trouve qu'ils se battent à leur façon. Ils ne laissent pas les choses telles qu'elles sont. Bon, je leur ai donné les chances de pouvoir s'investir dans l'avenir. Il y en a une qui est allée travailler en Allemagne. Donc maintenant, elle va s'intégrer en Allemagne, elle va vivre en Allemagne. Et donc, on va s'investir là-bas. J'en ai une autre qui de temps en temps va travailler aux États-Unis. Et puis j'en ai une troisième qui, elle, a réussi à obtenir un métier qui lui permet de bien vivre dans l'avenir. Mais par contre, c'est vrai que quand tu dis l'avenir des enfants, en fin de compte, moi, c'est un problème économique. Et je crois que les chances pour les enfants deviennent beaucoup plus difficiles qu'avant. Ma confiance est un peu entamée sur l'avenir, mais en même temps, je me dis qu'ils ont plein d'outils, y compris ce que vous faites là. Les jeunes avec qui je parle, ils sont déterminés, ils sont révoltés. Moi, je pense que dès qu'on est révolté, on va agir, on ne va pas se laisser faire. C'est une chance. Il faut être révolté, il ne faut pas être victime, jamais. J'ai pas envie que l'histoire se répète, surtout quand elle n'est pas jolie. En même temps, j'ai pas peur parce que nos enfants, les fondations sont solides. Autant nous, on est venus ici en nous disant votre avenir, il est là-bas, votre chance, elle est là-bas. Et voilà, du coup, notre horizon, finalement, il se limitait à la France. Autant eux, on leur a transmis l'éventualité d'un ailleurs possible. Et il y a aussi l'autre peur en tant que maman d'enfant que j'ai porté ou pas, par rapport, tu vois, ce que racontait ton fils, ça restera, nos enfants seront toujours des enfants noirs au pays des Blancs. Mon fils, il a 26 ans, quand il sort, je lui dis fais attention. Et jusqu'à aujourd'hui, quoi, ce n'est pas normal. Pour le reste, on leur a donné des outils. Voilà, je pense qu'ici, on avait tous à cœur qu'ils aient un bon bagage intellectuel. Ils savent qui ils sont. Ils ont de quoi être fiers de ce qu'ils sont et de leur histoire, et que leur histoire, elle est riche, qu'ils peuvent avancer avec cette assurance-là. On m'aurait posé cette question, je dirais, avant la guerre en Ukraine. Je me serais placée au milieu, voilà, j'ai pas peur pour eux parce qu'ils sont nés ici. La question de l'intégration, ça se pose pas. Mais en même temps, comme il y a encore un racisme qui traîne, qui gangrène encore la société française, oui, il faut s'inquiéter un peu. Depuis la guerre en Ukraine, il y a eu quand même... Ces mêmes enfants sont partis étudier en Ukraine, en Pologne et je ne sais où. Et que quand l'Ukraine se fait attaquer, quand ils arrivent aux frontières pour pouvoir quitter l'Ukraine, on leur a refusé de sortir de l'Ukraine. Parce qu'ils étaient noirs. Ce sont nos enfants, ils sont déjà en train de préparer leur avenir. Donc oui, pour moi, j'ai peur parce que jamais je n'aurais pensé. Donc moi, là, je me dis non, l'Europe, elle n'a pas changé au fond. Là, oui, la peur est née chez moi à ce moment-là. Je me suis dit, waouh, c'est pire encore que ce que tu pensais. Et qu'en plus, juste avant, Merkel, parce qu'elle voit cet enfant syrien sur les côtes de la Méditerranée, voilà, qui meurt et décide d'ouvrir ses frontières, excusez-moi, elle ne les a pas ouvertes parce que c'est pour les aider. Non, c'est pour aider l'Allemagne, parce que l'Allemagne, la France, l'Angleterre... Les pays les plus vieillissants. Ce sont des États vieillissants. Donc, ces débats de dire non, nous, on ne peut pas, c'est faux. Un jour ou l'autre, les frontières seront ouvertes parce que la France ne tiendra pas. C'est une deuxième peur. Nos mères ont été des femmes de ménage, c'est-à-dire qu'on les accepte pour qu'ils soient exactement ce que nos parents ont été. Ces gens-là sont déjà orientés. La régularisation des sans-papiers. Quels sont les métiers en tension? C'est des métiers dont les Français ne veulent pas, les métiers les plus tuants. Non, mais surtout, c'est que la France pense que les Africains, les personnes noires, ne sont pas capables de repartir chez eux. Mais elle a déjà eu cette vague-là avec la Chine. Beaucoup de Chinois, son élite, ces médecins, ces ingénieurs, ils sont repartis. Regardez où est la Chine aujourd'hui. C'est ce qui arrive aujourd'hui pour le continent africain. Il y en a d'autres qui repartent. Beaucoup partent. Et quand elle va se réveiller, ça sera certainement peut-être trop tard, comme ça l'est pour la Chine. Enfin, j'ai pas une boule de cristal. Je demande à cette jeune génération de faire attention et d'être encore plus combatif qu'elle ne l'a été hier. Je m'appelle Trifis Boujma, d'origine du Maroc. Et merci beaucoup. Je suis Christian, donc mon pays d'origine c'est l'Inde. Mon pays de naissance c'est le Congo. Je vis en France depuis l'âge de 15 ans. Alors je m'appelle Rabia Tahidousti, du nom de mon père, Cross, du nom de mon mari.
J'ai 70 ans et je suis toujours en bagarre avec cette situation qui fait que quand je suis en Algérie, eh bien, je me sens française et quand je suis en France, je me sens algérienne. Et j'aime ce combat parce que je pense qu'on ne peut obtenir des choses que quand on se bat. Je m'appelle Elisabeth Gaye, je suis française, née au Sénégal. J'ai passé toute ma vie ici en France, j'ai mis mes enfants au monde en France. Je fais partie de ceux qui repartent dans le pays d'origine pour un avenir meilleur, tout simplement. Je m'appelle Eugénie, je suis née au Cameroun, je suis arrivée ici à l'âge de 9 ans et depuis j'ai toujours vécu en France. Qu'est-ce que c'est d'être noire en France? Voilà, c'est une question que j'ai arrêté de me poser. Ce sont les autres qui se la posent et depuis ça va. J'ai fait ma vie, j'ai fait mes enfants et ma place elle est partout où j'ai envie d'être. Bonjour, je suis Lala, je suis née à Madagascar, donc j'ai passé mon enfance là-bas. Je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans. Je pensais que j'allais revenir à Madagascar, mais finalement, je suis toujours restée en France. Je me sens bien finalement ici, malgré des problèmes de racisme. Pour moi, on est tous nés quelque part et on a tous quelque chose à apporter dans la vie, donc voilà. Merci à nos participants et participantes d'avoir répondu à nos questions dans ce nouveau format de débat mouvant Histoire crépue, donc sur le thème de... On a fait notre vie en France. Et merci à vous Pourquoi tous. on l'a fait? Merci. On continue de la faire. Voilà. On a choisi. On a choisi de faire notre vie en France. Voilà. Et bien parfait, à bientôt sur la chaîne Histoire crépue. Ciao, ciao, ciao. Merci. Au revoir.